Bonjour à tous. Je m'appelle Milena Troche, je suis en deuxième année de thèse à l'INRA de Neuilly et je vais vous parler aujourd'hui de la cognition chez le cheval. Ça ne fonctionne pas. Alors ça a déjà été un petit peu défini ce matin, donc la cognition animale d'une manière générale, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont un individu, que ce soit un animal ou un être humain d'ailleurs, va percevoir et comprendre le monde qui l'entoure. Et donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre les études récentes sur le domaine, certaines plus récentes que d'autres, certaines très très récentes, même des résultats qui n'ont pas encore été publiés, pour essayer de répondre à cette question, comment est-ce que les chevaux appréhendent le monde qui les entoure ? Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue peut-être plus appliqué d'étudier cette cognition chez le cheval ou chez d'autres animaux domestiques ou animaux de rente d'ailleurs? Eh bien, j'espère que vous allez le comprendre pendant ma présentation, mais les chevaux ne comprennent pas le monde de la même manière que nous. Ils ne sont pas capables de comprendre tout ce que nous, on comprend, et donc le monde va leur paraître plus imprédictible. Des événements qui sont anodins pour nous peuvent donc être stressants, source de stress pour le cheval, parce qu'il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les anticiper. C'est pour ça qu'en étudiant la cognition, on va pouvoir augmenter le bien-être dans les pratiques d'élevage en identifiant justement ces situations qui sont potentiellement source de stress, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé autrement, parce que pour nous, elles ne sont pas du tout stressantes. On va donc pouvoir les limiter, les éviter dans les pratiques d'élevage pour augmenter le bien-être. Également réduire l'occurrence d'accidents, étant donné que les accidents causés par les chevaux sont majoritairement dus à des réactions de peur. Donc en limitant ces situations de stress, on peut également éviter ces accidents. Et finalement, étudier la cognition, ça permet aussi bien sûr d'améliorer les méthodes d'apprentissage, parce qu'en comprenant ce que le cheval peut ou ne peut pas comprendre, on peut aussi essayer de trouver des meilleures méthodes d'apprentissage, d'optimiser ces méthodes pour qu'elles soient vraiment adaptées à l'espèce. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de la cognition chez le cheval, malgré que ce soit si important de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d'un cheval? En fait, on ne connaît pas encore grand-chose. Je vais structurer ma présentation sous cet axe. Je vais parler d'abord de la cognition physique, donc la manière dont les chevaux comprennent le monde physique qui les entoure. Et ensuite, je vais parler de cognition sociale. On en a déjà un petit peu parlé ce matin. J'espère que ça ne fera pas trop redite. J'irai plus vite sur les points qui ont déjà été abordés. Mais donc la cognition sociale, c'est la manière dont le cheval va être capable de comprendre, finalement, d'interpréter le comportement de ses congénères, voire même d'une manière interspécifique aussi de comprendre notre comportement à nous et comment nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne. Je vais donc aborder ces différents points pendant ma présentation. Le premier point dont je vais vous parler, c'est est-ce que les chevaux savent compter ? On a pensé pendant longtemps que les mathématiques étaient l'apanage de l'homme parce qu'on pensait, apparemment à tort, que le langage était nécessaire pour pouvoir compter. On s'est rendu compte plus tard que des enfants trop jeunes que pour avoir acquis ce langage pouvaient déjà effectuer quelques opérations mathématiques simples. Je ne parle bien sûr pas ici d'intégrale ou de multiplication, mais déjà avoir une certaine notion des nombres. On a réalisé cette expérience chez le cheval, qui est une expérience assez simple en réalité, vous pourrez peut-être la refaire chez vous en rentrant. On a simplement mis des pommes dans 2 seaux. Et l'idée était que le cheval, spontanément, allait préférer aller à l'endroit où il y avait plus de pommes, parce qu'il pourrait ensuite manger plus de pommes. Dans cette étude, ils ont utilisé des pommes artificielles, je précise, donc le cheval ne pouvait pas utiliser son odorat pour aller à l'endroit où il y avait la plus forte odeur. Ce qu'ils ont fait, ça ressemblait à ça. Donc ils ont mis successivement les pommes dans les seaux. Ensuite, le cheval était lâché et il pouvait choisir un seau et manger le contenu du seau. Ce qu'on voit aussi ici dans cette présentation, donc là on a la perspective du cheval. Une fois que la pomme est dans le seau, le cheval ne voit plus la pomme. Donc au moment où il doit faire son choix, il ne voit pas les pommes, il ne peut pas choisir visuellement le plus gros tas de pommes. Il doit se souvenir, utiliser sa mémoire pour se souvenir où se trouvent les pommes et choisir le bon seau.
Ça veut dire aussi que le cheval voit les pommes mises une à une dans les seaux. Donc en fait, mentalement, il doit effectuer des additions pour compter le nombre de pommes finales qui se trouvent dans chaque seau. Et de manière étonnante, les chevaux en étaient capables. Ils pouvaient choisir le seau où il se trouvait 2 pommes par rapport à un seau où il n'y avait qu'une seule pomme, un seau où il y avait 3 pommes par rapport à un seau où il y avait 2 pommes. Et même si on mettait une grosse pomme d'un côté et 2 petites pommes de l'autre, ils préféraient les 2 petites pommes. Donc visiblement, ce qui comptait, ce n'était pas la quantité totale, mais vraiment le nombre de pommes. Et donc, il n'y avait aucun apprentissage derrière, c'était vraiment une réponse spontanée du cheval. Par contre, s'il y avait 4 pommes dans un seau et 6 pommes dans l'autre, le cheval n'était plus capable de faire la différence. Donc, il savait compter jusque 3, mais pas vraiment plus loin. Plus récemment, une autre étude s'est penchée sur la question d'une manière un petit peu différente. Cette fois-ci, le cheval devait choisir entre 2 ensembles de points. L'ensemble à gauche de l'écran ou l'ensemble à droite de l'écran. Il devait choisir un ensemble de points par rapport à une information qu'on lui avait donnée au-dessus, par rapport au nombre de points qui se trouvaient au-dessus. Donc par exemple ici, sur l'écran de gauche, il y a 3 points au-dessus, donc le cheval devait choisir l'ensemble où il y avait 3 points en dessous. On voit que l'arrangement des points n'est pas identique, donc il doit vraiment choisir sur le nombre de points et pas juste sur l'aspect visuel qu'ont ces points. Bien sûr, il ne le faisait pas spontanément, là il y a eu un apprentissage derrière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette technique, le cheval ne doit pas uniquement choisir le plus grand nombre de points, mais il doit vraiment choisir le nombre de points donnés. Donc par exemple, dans le deuxième exemple, il y a 4 points au-dessus, il doit donc choisir l'ensemble de droite, où il y a aussi 4 points, même si dans l'autre ensemble, il y a plus de points, vu qu'il y a 5 points. Et là, les chevaux réussissaient assez bien cet exercice et ils étaient même capables de discriminer entre un tas avec 4 points et un tas avec 5 points. Donc, les chevaux, visiblement, peuvent compter jusqu'à 5. Ils ont voulu un peu compliquer l'exercice et donc, dans une seconde tâche, ils ont remplacé les points par des formes différentes. Il n'y a pas eu d'entraînement entre, donc c'était une tâche de transfert. L'idée était de voir si le cheval pouvait généraliser ce qu'il avait appris avec des points à d'autres formes également. Donc ici, il voyait par exemple 3 formes différentes au-dessus, et donc il devait choisir l'ensemble de gauche, où il y avait également 3 formes, même si ces 3 formes n'étaient pas spécialement les mêmes que celles du dessus. Et les chevaux ont été capables de généraliser ce qu'ils avaient appris avec les points aux formes assez bien pour 2 formes versus 3 formes, mais par contre pour 4 formes et 5 formes c'était plus difficile, ils n'ont eu qu'un individu qui a été capable de réussir cette tâche. Ce qui montre bien que c'est plus difficile pour eux quand les formes sont différentes. Alors ce que je vous ai montré, ça a l'air assez impressionnant, on dit génial, les chevaux quand même, ils savent faire des additions, ils savent compter jusque 5, ils sont vraiment forts. Mais en fait, quand on compare avec d'autres espèces, le cheval, il est au niveau de ce petit poisson. Bon, qu'on appelle le goupil. Le goupil, il peut aussi compter jusqu'à 5, pas de chance. Et même chez les poussins, on a testé des poussins nouveau-nés qui avaient 1 jour. Et on s'est rendu compte que ces poussins pouvaient non seulement faire des additions, mais aussi des soustractions. Donc, ce qu'on faisait, c'est que dès le plus jeune âge, on mettait ces poussins en contact avec les petits œufs Kinder orange. Et ce qui est assez chouette avec les poussins, c'est qu'ils vont s'imprégner au premier objet ou au premier individu qu'ils voient. Donc, en fait, ils prenaient ces petits œufs Kinder pour leur mère. Et donc, ce qui est assez sympa pour les expériences qu'ils ont fait après, c'est que spontanément, le poussin allait vouloir aller près de ces œufs Kinder qu'ils considéraient comme leur mère, et ils allaient choisir l'endroit où il y avait le plus de Kinder. Donc, visiblement, pour eux, le plus de mères on a, le mieux c'est. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettaient, donc le poussin est dans une petite boîte transparente, donc ils voient ce qui se passe, et ils mettaient des œufs Kinder derrière un écran, et puis derrière l'autre écran, et puis ils en transféraient d'un écran à l'autre, donc il y avait des additions et même des soustractions. Ensuite, ils lâchaient le poussin, et ils se sont rendus compte que le poussin pouvait très bien trouver l'endroit où il y avait le plus de Kinder, jusqu'à une discrimination entre 2 et 3.
Donc en conclusion, les chevaux, c'est assez impressionnant ce qu'ils peuvent faire, on ne va pas leur retirer, mais quand on compare à d'autres espèces, c'est dans la moyenne, ce n'est pas extraordinaire non plus. Maintenant, je vais parler de la catégorisation. La catégorisation, c'est la capacité à utiliser les similitudes et les différences entre des événements ou des images pour les classer en différentes catégories. C'est utile pour eux dans la nature parce qu'en fait, ils vont avoir une même réponse comportementale pour tous les événements d'une même catégorie. Ça veut dire que s'ils sont confrontés à une nouvelle situation qu'ils n'ont encore jamais rencontrée, ils vont pouvoir la classer dans une catégorie d'événements existantes, utiliser la réaction comportementale qu'ils ont pour tous les événements de cette catégorie, et comme ça avoir une réaction comportementale appropriée, même face à une situation inédite. En plus, cognitivement, ça va leur permettre de réduire les demandes cognitives parce qu'ils ne doivent pas apprendre une réponse différente pour chaque situation. Alors, il y a plusieurs types de catégorisation. On peut catégoriser sur des similitudes physiques. On a par exemple montré que les chevaux pouvaient apprendre à toujours choisir la forme qui était ajourée par rapport à une forme pleine, quelle que soit la forme utilisée. On pouvait mettre des triangles, des ronds, etc. Ils allaient toujours choisir la forme ajourée. On peut aussi faire des catégories sur base de similitudes fonctionnelles. On va alors parler de concepts. Par exemple, grouper une pomme avec une carotte. Une pomme et une carotte, ça ne se ressemble pas tellement d'un point de vue similitude physique, mais ça a une même fonction, ça se mange. Par contre, un smartphone, ça ne se mange pas normalement. Parfois avec les chevaux, on n'est pas sûr, mais... Alors, cette catégorisation sur base de similitudes fonctionnelles, on ne l'a pas encore testée chez le cheval. Et finalement, on peut aussi faire des catégories sur base de concepts relatifs. Par exemple, entre deux points, choisir toujours le plus gros point. C'est relatif parce que ce point, il est le plus gros en comparaison avec le petit point d'à côté. Mais dans un essai suivant, ce point-là pourrait être le plus petit si le point d'à côté est encore plus gros. C'est pour ça qu'on dit que c'est des concepts relatifs. Et donc, dans cette tâche ici, qui a été réalisée l'année dernière par une équipe japonaise, ils ont appris au cheval à toucher un écran tactile, à toucher les ronds sur l'écran tactile, et le cheval devait toujours choisir le point qui était le plus gros. Et je vais vous montrer la petite vidéo. Donc voilà, on peut voir qu'il a eu 12 sur 12. Donc déjà, le cheval a très bien compris comment on utilisait un écran tactile. Bientôt, il pourra jouer à Candy Crush sur la tablette, c'est génial. Et en plus, il a bien compris qu'il devait choisir toujours le point le plus gros. Donc voilà, à nouveau, je vais un petit peu relativiser par rapport aux autres espèces. Ça a l'air génial, tout ça. En fait, on sait que les abeilles sont également capables de catégoriser en fonction de ressemblances entre différents patterns. Et les pigeons peuvent aussi utiliser des concepts relatifs. Donc à nouveau, par rapport aux autres espèces, finalement, le cheval est plutôt dans la moyenne. Il n'est pas spécialement meilleur que les autres espèces. Je vais vous parler maintenant d'une étude que j'ai réalisée moi-même l'année dernière et qui concerne la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est la notion que les objets continuent d'exister même lorsqu'ils ne sont plus directement visibles par le sujet. Donc si on prend par exemple cet enfant, lorsque son jouet est caché sous un drap, l'enfant sait toujours que son jouet se trouve là et que s'il soulève le drap, il peut retrouver son jouet. Il a donc cette permanence de l'objet. C'est un concept qui a été introduit il y a assez longtemps par Jean Piaget en 1954, lorsqu'il étudie le développement cognitif chez l'enfant, et plus particulièrement chez ses enfants. Jean Piaget va se rendre compte qu'avant 4 mois, les enfants ne cherchent pas un objet qui a été caché. On peut le voir sur cette petite vidéo.
On cache le jouet sous le drap. L'enfant ne pense pas à chercher son jouet. Pour lui, ce jouet a simplement disparu. Jean Piaget va comme ça définir 6 stades de complexité croissante qui correspondent à des stades développementaux chez l'enfant. On va s'intéresser ici aux 3 stades les plus complexes parce que les premiers stades sont vraiment très simples. Par exemple, c'est simplement pouvoir suivre du regard le mouvement d'un pendule. Donc je disais, à 4 mois, les enfants vont devenir capables de retrouver un objet qui a été caché. Ils vont atteindre à ce moment-là le stade 4 selon Piaget. Mais à ce moment-là, ils commettent encore ce qu'on appelle l'erreur de persévération. C'est-à-dire que si un objet est caché de manière répétée à un même endroit A, et ensuite caché en pleine vue du sujet à un autre endroit B, l'enfant va aller chercher l'objet à l'endroit A, où il a trouvé l'objet précédemment, et pas à l'endroit B, où l'objet se trouve réellement. C'est ce qu'on appelle l'erreur de persévération. C'est vraiment le terme, même si ça paraît très bizarre en français. À 12 mois, l'enfant devient capable d'éviter cette erreur et il atteint alors le stade 5, selon Jean Piaget. Finalement, entre 18 et 24 mois, l'enfant atteint le stade 6 de permanence de l'objet, qui est beaucoup plus complexe parce qu'il implique la compréhension des déplacements invisibles. C'est-à-dire que cette fois-ci, un objet est d'abord caché et ensuite déplacé de manière invisible. L'enfant doit donc mentalement se représenter ce déplacement qu'il n'a pas vu. Alors il faut savoir que les différents stades de Piaget sont un petit peu remis en question dans le domaine du comportement humain, mais ils sont malgré tout toujours très utilisés chez l'animal parce qu'ils permettent vraiment d'avoir un modèle pour pouvoir comparer entre différentes espèces. Qu'en est-il justement chez les autres espèces ? Le stade 5 a été montré chez plusieurs espèces, dont les chiens, les chats, les chèvres, les primates, les dauphins, les perroquets, des corvidés, etc. Il semble donc que plusieurs espèces possèdent ce stade 5, qui sont capables de chercher un objet qui a été caché. Par contre, pour le stade 6, c'est plus compliqué. Il n'a été montré pour l'instant sans controverse que chez les grands singes. Alors qu'en est-il chez le cheval ? Jusqu'à l'année dernière, on n'en savait rien. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mener cette étude à l'INRA de Nouzy, avec une dizaine de ponettes qui viennent de notre élevage de Welsh et qui étaient adultes, donc entre 5 et 9 ans. Ce qu'on a fait, c'est assez simple. On a caché une récompense alimentaire sous un parmi 2 ou 3 gobelets. L'idée étant que si le cheval sait que la récompense se trouve toujours là, sous un gobelet, même s'il ne peut pas l'avoir, il va choisir le bon gobelet parmi les 3. Voilà, on pratique ce que ça donne. Donc la récompense, elle est mise à la droite du cheval ici. Ensuite, elle est cachée sous un parmi 2 gobelets. Le cheval peut faire tomber le gobelet avec son nez, et s'il a choisi le bon gobelet, il peut manger cette récompense alimentaire. On a fait très attention dans notre étude à ne pas influencer le cheval dans son choix. Déjà, il y a un morceau de récompense qui est collé dans le fond de tous les gobelets, donc tous les gobelets ont la même odeur. Le cheval ne peut pas juste utiliser son odorat pour retrouver le bon gobelet. L'expérimentateur est également caché, parce qu'il faut savoir que l'expérimentateur, même inconsciemment, va donner des indices au cheval. Il va par exemple plus regarder le gobelet où se trouve la récompense, tout ça inconsciemment. Mais là, ce n'était pas possible dans notre expérience. L'expérimentateur a également fait exactement les mêmes gestes des 2 mains, parce que l'idée n'était pas, comme on en parlait dans la présentation de ce matin, de faire un pointage et donc d'indiquer un gobelet par rapport à l'autre. C'était vraiment les mêmes gestes avec les 2 gobelets. Et donc le cheval, comme on le voit sur cette vidéo, réussit plutôt bien cette tâche. Des 10 chevaux testés, tous ont réussi à retrouver la récompense alimentaire dans ce cas, qu'on utilise 2 ou 3 gobelets. Ça n'est peut-être pas si étonnant quand on regarde ce type de vidéo qui a été prise simplement dans une écurie. Ça prend un peu de temps, mais le cheval ne se décourage pas. Voilà, il va ouvrir la
après Congo. Pour pouvoir aller manger les carottes qui sont contenues dans la boîte. Il y a aussi des chevaux qui viennent fouiller les poches, etc. Ça pourrait être dû à cette permanence de l'objet. On a également testé si les chevaux commettaient l'erreur de persévération. Pour ce faire, on a caché la récompense de manière répétée 3 fois d'affilée sous un même gobelet, le gobelet A, et lors du 4e essai, on cachait la récompense sous le gobelet B. L'idée étant que si le cheval commettait cette erreur, il continuerait à aller chercher la récompense sous le gobelet A, même s'il avait vu que la récompense avait été mise sous le gobelet B. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Le cheval est capable d'éviter cette erreur de persévération. Ça veut dire qu'il est donc capable du stade 5. Selon Piaget, il atteint le niveau d'un enfant d'1 an. Finalement, on a testé le stade 6. Est-ce que le cheval pouvait retrouver une récompense alimentaire si elle était cachée sous un gobelet qui était ensuite légèrement déplacé? Alors, on n'a pas mis le niveau trop haut, on n'a pas commencé à bouger les gobelets dans tous les sens comme dans les jeux de paris. On a simplement décalé un tout petit peu le gobelet d'un compartiment à l'autre. Donc on peut voir ici que la tablette était divisée en 3 compartiments, 2 compartiments aux extrémités et un compartiment au centre. À nouveau, on cachait la récompense sous un gobelet et ensuite le gobelet était décalé dans un compartiment voisin. Parfois, on décalait le gobelet sous lequel était la récompense, mais parfois, on décalait également le gobelet vide pour que le cheval ne puisse pas simplement apprendre à toujours choisir le gobelet qui avait été déplacé. Je vous montre à nouveau une petite vidéo de comment ça se faisait dans la pratique. Ici, la récompense est placée à la gauche du cheval. Ensuite, on dépose les 2 gobelets et le gobelet est décalé vers le compartiment du milieu. La récompense pouvait également être placée dans le compartiment du milieu. On met les 2 gobelets et le gobelet était déplacé vers un compartiment des extrémités. Alors ça a l'air de bien marcher sur ces vidéos, mais parce qu'on a choisi les bonnes vidéos. En réalité, les chevaux n'étaient pas capables de retrouver le bon gobelet, ils choisissaient au hasard. Les chevaux sont donc capables de retrouver un objet caché, ils atteignent le stade 5 selon Piaget, mais ils ne comprennent pas les déplacements invisibles. Ça n'est peut-être pas si étonnant au vu de leur écologie, étant donné que dans la nature, les chevaux mangent de l'herbe. L'herbe est rarement cachée et elle se déplace encore plus rarement. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de comprendre ces déplacements invisibles. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient jamais confrontés à des déplacements invisibles, ça peut être aussi un congénère qui à un moment est caché par des hautes herbes ou par des arbres. Mais dans ce cas-là, ces déplacements invisibles sont généralement accompagnés d'autres indices. Ils peuvent utiliser leur odorat, ils peuvent utiliser l'ouïe, et donc peut-être qu'en utilisant ces autres indices, ils pouvaient finalement résoudre tous les problèmes dus à des déplacements invisibles, et donc ils n'ont pas eu besoin de développer ce stade 6 de permanence de l'objet. Alors c'est tout pour la partie cognition physique. Je vais maintenant commencer à vous parler de la cognition sociale. Mon premier point, c'était la compréhension du pointage. Je vais aller assez vite, comme on en a déjà beaucoup parlé ce matin. D'abord, pour introduire rapidement la cognition sociale, c'est donc le fait de pouvoir comprendre le comportement des congénères, voire même ce qui se passe dans la tête des congénères. Mais pour les animaux domestiques, c'est également intéressant de se demander ce qu'ils peuvent comprendre d'une autre espèce qui est l'être humain. Étant donné que, de par leur domestication, ces espèces ont été peut-être sélectionnées au cours de la sélection artificielle. On a choisi les individus qui étaient les plus proches de l'homme, qui comprenaient le mieux nos gestes et nos comportements. Et en plus, comme les chevaux ont une relation très proche avec l'être humain, qu'ils sont quotidiennement en interaction avec cet être humain, ils ont pu aussi, au cours de leur vie, apprendre à encore mieux interpréter les comportements de l'être humain. On a donc montré que tout comme les chiens, les chevaux peuvent suivre le pointage. Donc il y avait 2 seaux, un des 2 seaux contenait de la nourriture, l'expérimentateur pointait vers le seau, un des 2 seaux contenait de la nourriture, mais pendant la situation test, les 2 seaux étaient vides. L'expérimentateur pointait vers un seau et on a pu voir que le cheval allait préférentiellement vers le seau pointé. Comme on a un peu dit ce matin déjà, le pointage, c'est un geste qui est propre à l'homme. Les chevaux ne vont jamais pointer avec un membre dans la nature.
Donc c'est très intéressant d'étudier le suivi du pointage pour comprendre à quel point une espèce est capable de suivre des indications données par une autre espèce. Ça a été montré seulement chez une poignée d'espèces, et il semblerait qu'il y ait un effet de la domestication et de la relation homme-animal sur le fait de pouvoir comprendre le pointage. De la domestication parce que des espèces domestiques, comme le chien ou la chèvre, vont être meilleures que les espèces non domestiquées. Et pour le cas de la chèvre, les chèvres dans cette expérience, c'était des chèvres en zoo, et donc qui n'avaient pas spécialement beaucoup interagi avec l'être humain pendant leur vie. Donc c'était vraiment inné. De par leur domestication, les chèvres ont visiblement été sélectionnées pour être douées, pour comprendre le pointage. Mais il y a aussi une partie apprise pendant leur vie, parce que si on prend par exemple les loups, qui ne sont donc pas une espèce domestique, dans une expérience, on a appris aux loups à suivre ce pointage, et les loups étaient alors meilleurs pour pouvoir suivre ce pointage qu'avant qu'on ne leur ait appris. Mais ils restaient quand même moins bons que le chien, qui lui a été domestiqué et a pu interagir régulièrement avec l'être humain. Je vais maintenant vous parler de la théorie de l'esprit. À nouveau, on en a parlé un petit peu ce matin. Je vais quand même la redéfinir pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Donc la théorie de l'esprit, c'est la capacité à attribuer des états mentaux à autrui. Donc de comprendre que, tout comme nous, les autres personnes ont des états mentaux. Ils ont des intentions, des perceptions, des connaissances, des croyances, et ces états mentaux peuvent différer des nôtres. Si on prend par exemple ici, Maxi va cacher sa tablette de chocolat dans l'armoire verte. Ensuite, il s'en va, et quand il est parti, sa mère déplace la tablette de chocolat et la met dans l'armoire bleue. Ensuite, Maxi revient. À votre avis, dans quelle armoire est-ce que Maxi va chercher pour sa tablette de chocolat ? Voilà, donc la réponse, c'est dans l'armoire verte. Parce que Maxi n'a pas les mêmes connaissances que sa mère. Ses connaissances diffèrent même de la réalité. Pour lui, la tablette de chocolat se trouve toujours dans l'armoire verte. Alors j'espère que tout le monde avait la bonne réponse. Normalement, on devrait tous pouvoir dire l'armoire verte sans se tromper. Mais avant 4-5 ans, un enfant va répondre l'armoire bleue. Parce que l'enfant n'est pas capable de comprendre que quelqu'un d'autre puisse avoir des connaissances différentes des siennes. Pour l'enfant, si lui sait que la tablette de chocolat est dans l'armoire bleue, c'est que tout le monde doit savoir qu'elle est dans l'armoire bleue. On peut donc voir que c'est une capacité cognitive qui est très complexe, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Mais elle est aussi très utile dans les relations sociales parce qu'elle permet de comprendre pourquoi les autres vont réagir comme ils le font dans une situation, d'anticiper comment ils vont réagir dans une situation inédite, voire même de manipuler le comportement d'autrui. Alors qu'en est-il chez les animaux ? Comme c'est une capacité cognitive très complexe, à nouveau on a pensé pendant très longtemps que c'était l'apanage de l'homme. Ce n'est qu'en 1978 que les premières études ont été réalisées chez des espèces non humaines, et en particulier chez les grands singes. On a commencé à avoir quelques indications que ces grands singes pourraient, eux aussi, posséder une théorie de l'esprit. Depuis peu, ces recherches se sont un petit peu élargies à une poignée d'autres espèces, dont des espèces domestiques, comme le chien et le cheval. À nouveau, ce qui est particulièrement intéressant chez ces espèces domestiques, c'est que, de par leur domestication et le fait qu'elles sont très proches de l'homme, on peut également étudier cette théorie de l'esprit de manière interspécifique. Donc se demander cette fois-ci non plus s'ils peuvent comprendre ce qui se passe dans la tête de leurs congénères, mais même ce qui peut se passer dans la tête de l'être humain, qui est donc une autre espèce. À quel point les chevaux peuvent nous comprendre. Il faut savoir que... Il reste 2 minutes. D'accord. Il faut savoir que le fait que des animaux non humains puissent posséder cette théorie de l'esprit est un sujet qui reste très controversé. Beaucoup de scientifiques sont très sceptiques au fait que des animaux puissent avoir cette théorie de l'esprit. Et ça vient du fait que c'est très difficile de le tester. Déjà, on a du mal à savoir ce qui se passe dans la tête des autres êtres humains. Alors vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d'une autre espèce, c'est encore plus compliqué. Et donc c'est très dur de pouvoir faire des expériences, des protocoles expérimentaux
dont on peut être sûr que les résultats proviennent vraiment de l'utilisation de cette théorie de l'esprit et pas que les animaux utilisent simplement des règles comportementales, qu'ils réagissent plutôt au comportement de l'expérimentateur par rapport à des règles qu'ils ont apprises au cours de leur vie. Donc il faut prendre les résultats dont je vais vous parler maintenant avec beaucoup de pincettes. Qu'est-ce qu'on sait de la théorie de l'esprit chez le cheval? On en a parlé ce matin, on sait que le cheval est capable d'inférer la perception d'un expérimentateur humain. Ils vont réagir différemment face à un expérimentateur qui est attentif à eux que inattentif s'ils veulent demander de la nourriture. Ils vont préférer solliciter un expérimentateur qui est face à eux plutôt que de dos, un expérimentateur qui a les yeux ouverts plutôt que fermés, etc. Récemment, donc on ne savait jusqu'à peu encore rien concernant les autres états mentaux. Récemment, en 2016, une équipe japonaise a trouvé des résultats très interpellants. Ils ont réalisé une expérience qui, à la base, ne testait pas du tout la théorie de l'esprit. Ils voulaient savoir si, lorsqu'on met un seau contenant de la nourriture hors de portée du cheval, est-ce que le cheval allait demander de l'aide à son soigneur qui était à côté de l'enclos? La réponse a été oui. Non seulement il demandait de l'aide au soigneur, mais en plus, il réagissait différemment face à un soigneur qui était présent au moment où on avait caché de la nourriture dans le seau et un expérimentateur qui était absent et qui ne savait donc pas que de la nourriture se trouvait dans le seau. Ça pourrait suggérer que non seulement ils ont pu inférer les perceptions de cet expérimentateur, mais également ses connaissances, ce qui est beaucoup plus complexe. Je vais un petit peu accélérer. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut comprendre que l'expérimentateur n'a pas eu la même perception que nous. Nous, on sait que de la nourriture se trouve dans le seau, mais dans un cas, l'expérimentateur ne le sait pas. Il faut comprendre qu'avoir vu un événement est une condition pour avoir la connaissance de cet événement, etc. Il faut s'en souvenir et il faut réutiliser cette information pour adapter son comportement. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Dans cette étude, on a montré que le cheval pouvait apprendre à résoudre une tâche en suivant une démonstration effectuée par un être humain. Donc ici, il devait appuyer sur un bouton. En appuyant sur ce bouton, le couvercle d'une caisse s'ouvrait et il pouvait accéder à de la nourriture. Il y avait deux groupes, un groupe contrôle où les chevaux étaient directement mis en présence du dispositif et devaient chercher par eux-mêmes comment ouvrir cette caisse. Dans un groupe expérimental, ils voyaient d'abord une démonstration d'un être humain qui leur montrait qu'en appuyant sur le bouton, le couvercle de la caisse s'ouvrait. Et ils ont remarqué que les chevaux qui avaient eu cette démonstration réussissaient mieux cette tâche que les chevaux qui ne l'avaient pas eue. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire que le cheval a spécialement imité l'expérimentateur. Parce que pour faire de l'imitation, ça veut dire que le cheval aurait compris le but de l'expérimentateur, que l'expérimentateur appuyait sur le bouton pour ouvrir la caisse. Mais ça n'est pas nécessaire pour réussir cette expérience. En fait, quand l'expérimentateur appuie sur le bouton, il interagit avec le bouton, et donc simplement à cause de ça, le cheval peut avoir un plus grand intérêt pour le bouton. Allez voir ce bouton, par hasard, il appuie dessus aussi, et oh, la caisse s'ouvre. Donc il n'y a pas nécessairement une compréhension du but. Je vais vous parler maintenant de la dernière expérience dont j'ai parlé aujourd'hui. En réalité, c'est deux études. Une première qui a été réalisée en 2016 et puis une toute nouvelle qui complète les résultats, qui est sortie il y a quelques mois, en 2018. Dans cette étude, on testait la compréhension des émotions. Donc on montrait une photo, dans la première étude, on montrait une photo au cheval. Cette photo montrait un visage qui était soit content, qui souriait, ou bien en colère. Et on a remarqué que le cheval ne réagissait pas de la même manière s'il était confronté à cette photo positive ou à la photo négative. Dans le cas de la photo négative, il allait regarder la photo plus avec son œil gauche, ce qui est une latéralisation associée généralement à des événements négatifs ou effrayants. Il allait aussi avoir une augmentation du rythme cardiaque face à ces photos négatives. Ça suggère donc déjà que les chevaux peuvent faire la différence entre différentes photos d'expression faciale et voire même, comme ils ont une réponse physiologique appropriée, qu'ils peuvent comprendre les émotions qui sont derrière ces expressions faciales et les implications de ces émotions. Donc en gros, que si quelqu'un a l'air fâché, il va avoir des répercussions désagréables pour eux. Dans la toute nouvelle étude qui vient de sortir, les chevaux, cette fois-ci, quelques heures plus tard, ils rencontraient la personne qu'ils avaient vue en photo.
Cette personne avait cette fois-ci une expression faciale neutre, mais en fonction du fait qu'ils avaient vu une photo positive ou négative de cette personne précédemment, ils allaient réagir différemment face à cette personne. Ils allaient regarder la personne plus avec l'œil gauche s'ils avaient vu une photo négative, plus avec l'œil droit s'ils avaient vu une photo positive, et ils allaient plus se déplacer s'ils avaient vu une photo négative, ce qui est un signe de nervosité. Ça veut dire que les chevaux, déjà, peuvent reconnaître la personne qu'ils ont vue en photo, parce que dans une situation contrôle, ils mettaient les chevaux cette fois-ci en contact avec une personne qui n'était pas celle qu'ils avaient vue en photo, et là, les chevaux n'avaient pas de réaction particulière. Donc le cheval peut reconnaître quelqu'un qu'il a vu en photo, il va se souvenir si cette personne précédemment était souriante ou en colère, et il va utiliser ces informations sur les émotions de cette personne pour guider leurs futures interactions avec cette personne. Ça peut être également un apprentissage, bien sûr. Peut-être qu'au cours de leur vie, ils ont appris que quelqu'un qui souriait, même sans comprendre exactement ce que ça voulait dire, c'était le signe que quelque chose de positif allait leur arriver par la suite, alors que quelqu'un qui avait une expression fâchée, ça allait plutôt mener à des conséquences désagréables. Mais ça reste très impressionnant. Alors très rapidement, je vais conclure. On peut voir que les chevaux sont particulièrement bons en cognition sociale, alors que par rapport à d'autres espèces, ils sont plutôt dans la moyenne en cognition physique. Ça n'est pas si étonnant, étant donné que les chevaux ont des systèmes sociaux très complexes dans la nature. C'est donc important pour eux qu'ils comprennent bien leurs congénères. Et les chevaux sont particulièrement habiles pour comprendre l'être humain. À nouveau, ça n'est pas si étonnant. Ils ont été domestiqués il y a plus de 6000 ans. Ils ont une relation très proche avec l'être humain. Ils ont des interactions quotidiennes avec lui. Alors, pour répondre à ma question du départ, que sait-on de la cognition chez le cheval? J'espère que vous avez bien compris au cours de ma présentation qu'ils n'appréhendent pas le monde de la même manière que nous. Ils ne peuvent